Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien, nous allons appuyer sur le bouton, comme ça on pourra nous entendre. Il est 8h35 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Une revue de la presse que nous allons commencer par des développements sur le plan diplomatique, avant de parler de développements éventuels sur le plan sécuritaire. Le Maariv nous révèle également que le conseiller du président Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a déclaré au cours des derniers jours dans un forum fermé que le plan de paix du président américain pour le conflit israélo-palestinien allait être présenté prochainement. Et il a souligné, aucune des deux parties ne l'appréciera. Il faudra faire des compromis, a-t-il dit, avant de suggérer de ne pas tenir compte des rumeurs qui circulent pour l'instant. Nous sommes persuadés que si les deux parties entament des pourparlers, elles comprendront le pourquoi de nos conclusions. Lorsque le plan sera présenté, il faudra le lire du début jusqu'à la fin, suggère également Jason Greenblatt. Le Maariv, qui reprend ainsi une information de la chaîne 10 d'hier soir, rappelle également qu'il y a 2 semaines, on avait appris que la France avait l'intention de présenter son propre plan de paix au Proche-Orient si les Américains ne présentaient pas le leur. Et le Maariv de rappeler également les propos de l'un des hauts fonctionnaires du ministère israélien des Affaires étrangères de la semaine dernière, Alon Ushpiz, qui avait affirmé qu'après les élections du mi-terme du 6 novembre, rien ne serait plus comme avant. Les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision ont révélé hier soir les critiques émises par un haut diplomate européen envers Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien commet une erreur en essayant de démembrer l'Union européenne. Il faut se souvenir que l'Union européenne est le principal partenaire commercial d'Israël et que nous lui donnons beaucoup plus que nous ne recevons de lui, a déclaré ce haut fonctionnaire européen. Nous pourrons nous passer des tomates cherries israéliennes, a-t-il déclaré, sous forme de menace voilée. Cette réaction est la conséquence des entretiens de ces dernières semaines entre Binyamin Netanyahou et plusieurs dirigeants de certains pays d'Europe de l'Est, comme la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie, si l'on peut parler de pays de l'Europe de l'Est. Ce haut diplomate a également souligné que ces pays d'Europe de l'Est dont M. Netanyahou veut se rapprocher sont des pays où l'antisémitisme ressurgit. Réaction de Binyamin Netanyahou à ces informations: nous agissons au contraire afin de renforcer l'Union européenne pour que Bruxelles cesse de prendre des décisions hostiles à l'État d'Israël. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est envolé hier soir vers Paris pour participer avec plusieurs dizaines d'autres chefs d'État au sommet de la paix organisé aujourd'hui à Paris donc par Emmanuel Macron à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Finalement, M. Netanyahou ne rencontrera pas le président russe Vladimir Poutine, mais il s'entretiendra avec le président français. Et puisque nous parlions d'antisémitisme, le Yediot Aharonot consacre une double page ce matin à ce fléau qui s'intensifie en Europe. Le journal annonce qu'à l'occasion du 80e anniversaire de la Nuit de Cristal s'est tenu un grand rassemblement à Berlin contre le fascisme, mais qu'il y avait également dans la capitale allemande, parallèlement, une manifestation de néo-nazis. 80 ans après, la haine antisémite continue à se développer. Et le journal nous relate également que les Polonais ont célébré le centenaire de leur indépendance durant le week-end par des rassemblements ultranationalistes et même antisémites. Ainsi s'est tenue à Varsovie une convention appelant, je cite, à la purification du sang européen des Juifs, ainsi que des concerts de hard rock où l'on a entendu des paroles de haine antisémite. Et enfin, un défilé conjoint du gouvernement polonais et de milieux fascistes, donc dans les rues de Varsovie. À l'occasion de ces anniversaires, Noir Kliger a pris sa plume et dans un éditorial, il écrit « La nuit de cristal du 9 au 10 novembre marque le point de départ du processus d'extermination des Juifs d'Europe » et il affirme « Difficile d'imaginer que 20 années auparavant, les Juifs allemands avaient combattu pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, 80 ans après, je ne peux oublier ces images et je pleure », écrit ce matin Noir Kliger. La situation à Gaza et les efforts entrepris pour mettre fin à la crise font ce matin la une des deux principaux quotidiens israéliens, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot. Le Yediot consacre la moitié de sa première page à la première étape d'un possible plan de règlement visant à aboutir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il faut être prudent dans ce domaine. Le transfert via Israël de 15 millions de dollars en cash dans 3 valises. Il s'agit d'argent qui provient du Qatar et qui est à
destination donc du Hamas dans la bande de Gaza. Ces 3 valises bourrées de billets verts ont franchi vendredi le poste d'Erez en direction de Gaza et ils étaient dans le coffre de la limousine de l'émissaire qatari Mohamed El Abedi. Le Yediot Aharonot explique que très vite, des queues de fonctionnaires gazaouis se sont formées devant les principales succursales des banques de Gaza afin de recevoir en cash donc leur salaire. Pourtant, ce développement n'a pas empêché un Palestinien de franchir impunément la barrière de sécurité dans le nord de la bande de Gaza et de mettre le feu à une serre agricole dans le kibbutz de Netiv HaSara. Le scénario le plus effrayant s'est produit, ont affirmé des habitants israéliens donc de Netiv HaSara, et c'est ce matin le titre du Israël Hayom qui nous montre une photo de cet incendie assez impressionnant. Mais c'est le Yediot Aharonot qui commente massivement ces 2 développements. Yossi Yoshua a écrit dans son éditorial: la photo de ces valises de billets pénétrant dans Gaza résume parfaitement la situation. Une amélioration des conditions de vie pour la population de Gaza en échange d'un retour au calme. Cette image a fait mal au cœur de nombreuses personnalités israéliennes et palestiniennes, et en particulier parce que c'est le gouvernement Netanyahou qui nous a habitués au fil des ans à une autre politique plus ferme face au Hamas. Pour Shlomo Pietrokowski, cet argent-là est avant tout un soutien au terrorisme, et celui qui ne veut pas le comprendre ne fait que se masquer une réalité, celle de la bande de Gaza. Et Pietrokowski de préciser que ce genre de pratique n'a qu'un seul effet: il ouvre l'appétit et pousse le Hamas à réclamer encore et encore d'autres milliers de dollars ou millions de dollars. Et la question se pose, que se passera-t-il alors? Par contre, Shimrit Cohen, toujours dans le Yediot Aharonot, considère que ces valises prouvent le lien entre le Hamas et la corruption. Jamais un tel lien n'a été aussi concret. Et concrètement donc, le Hamas admet qu'il a sacrifié au cours des derniers mois des dizaines de jeunes Palestiniens uniquement pour obtenir des valises de dollars. Et cela ne fait que susciter un réel écœurement envers le mouvement terroriste, écrit donc Shimrit Cohen dans le Yediot Aharonot. Dans le Israël Hayom, Yoav Limor, le spécialiste des affaires militaires du journal, écrit avec un petit peu plus de recul: après des hauts et des bas, nous sommes parvenus à une situation de retour progressif au calme, et ce, après que Mahmoud Abbas ait levé son opposition à un accord entre Israël et le Hamas. Le transfert de cet argent a été filmé afin que l'on ne puisse pas accuser le Hamas de prendre l'argent pour lui. De facto, 50 000 familles de Gaza ont reçu en fin de semaine $100 chacune, et 27 000 fonctionnaires palestiniens ont reçu leur salaire ou au moins une partie de leur salaire. Pour Limor, les critiques émises en Israël contre ce transfert de dollars sont particulièrement cyniques, car l'alternative à ce geste n'est autre que la guerre. Cependant, Yoav Limor affirme également que désormais le Hamas va devoir cesser ses envois de ballons incendiaires, arrêter ses manifestations nocturnes le long de la barrière de sécurité. Pour Yoav Limor, c'est la meilleure opportunité que les 2 parties aient pu avoir au cours des derniers mois. Le Yediot Aharonot revient sur l'affaire des sous-marins allemands et révèle que tout de suite après que cette affaire ait éclaté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait téléphoné à son cousin et avocat David Shimron, qui on le sait est incriminé, et il lui aurait demandé s'il avait déjà rencontré lui-même, donc Benjamin Netanyahou, Miki Ganor, le témoin à charge et l'homme qui a soudoyé apparemment de très hauts fonctionnaires israéliens, dont l'ancien amiral de la marine de Tsahal. On ne connaît pas la réponse de David Shimron. Le Israël Hayom fait honneur ce matin à celle qui est sa patronne, on peut le dire, Myriam Edelson, qui a appris durant le week-end que le président américain, Donald Trump, allait lui accorder prochainement la médaille de la liberté. Une médaille que 2 Israéliens seulement ont reçue à ces jours. Il s'agit de Nathan Sharansky et de Shimon Peres. Je suis ému et impressionné par l'honneur qui m'est fait, a déclaré Myriam Edelson, qui est l'épouse de Sheldon Edelson, le milliardaire très proche de Donald Trump et donc patron du Israël Hayom. Elle recevra cette distinction pour son action en faveur de la lutte contre l'addiction aux produits narcotiques. Le Yediot Aharonot consacre ses pages 2 et 3 ce matin à la mobilisation des médecins israéliens pour lutter contre l'épidémie de rougeole qui se propage en Israël. Plus de 130 médecins ont décidé d'accompagner bénévolement des jardinières d'enfants qui exigent désormais une vaccination contre la maladie avant d'accepter de jeunes enfants dans leur GAN. C'est une information qui est donc très massivement relayée par le Yediot Aharonot. Le mauvais temps ainsi que des pluies diluviennes dans certaines régions du pays ont provoqué un nouvel effondrement de la route 90, celle qui conduit vers la mer Morte et vers Eilat également. L'effondrement a été filmé. Il est particulièrement impressionnant. Les journaux nous montrent des photos de ce développement et également des conséquences de la pluie en Jordanie, des trombes
d'eau qui se sont abattus sur une partie du territoire jordanien. 12 Jordaniens ont en effet été emportés par des inondations très fortes dans la région de Madaba. Plus de 3500 touristes qui se trouvaient dans la région de Petra ont été secourus. C'est la seconde catastrophe de ce type en 2 semaines en Jordanie, après que 37 enfants aient été emportés dans une autre inondation non loin de la mer Morte. Et puis sachez également que les quotidiens israéliens mentionnent donc cet anniversaire aujourd'hui, le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, de diverses manières. Nous en avons mentionné une partie, mais en tout cas, donc, il mentionne en évidence également donc, ce titre que nous avons développé tout à l'heure avec notre invité Shlomo Balzan. Nous allons marquer une pause musicale. Et nous nous retrouverons au téléphone dans quelques instants avec Jean-Charles Zerbib, l'un des émissaires de l'organisation sioniste mondiale, pour parler d'un vaste programme de conférences et de conférenciers qui ont été envoyés et seront envoyés au cours des prochains mois en France pour mieux faire découvrir la réalité israélienne sous divers aspects. Ce sera dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.